Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et Franck Ferrand nous emmène aujourd'hui sur Europe 1, sur son terrain de prédilection. Bonjour Franck. Bonjour Julia, ben oui, moi qui passe mon temps à me présenter comme un généraliste de l'histoire, il fallait bien qu'une fois au moins je fasse un peu office de spécialiste. Alors vous aurez remarqué que j'ai tenu quand même 2 semaines et demie, Julia, c'est vrai. avant d'en venir à ce Versailles de Louis XV qui a été jadis l'objet de mes travaux d'étudiant. Bravo Franck, je note que c'est un effort louable. Alors plus que jamais, j'invite nos auditeurs à vous adresser leurs questions par mail à l'adresse d'Europe 1, www.europe1.fr ou bien par message direct sur la page Facebook de l'émission qui s'appelle Au cœur de l'histoire. Nous allons nous intéresser à des affaires d'alcôve qui méritent leur statut d'affaires d'État puisqu'elles mettaient en jeu la personne royale. C'est en effet sur les amours de Louis XV que nous allons lever un coin du rideau au risque de découvrir que le bien-aimé, ce fut un temps le surnom de ce roi, fut en réalité plutôt mal aimé. Alors j'espère que vous n'allez pas encore jouer les briseurs de rêves. Mais non, au contraire, je vais vous aider à en constituer de nouveau des rêves tout neufs. – 13h30, 14h30 sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Il pleut sur Versailles, l'eau tombe à verse, ruisselant sur les immenses toitures de plomb façonnées sur le petit pavé des cours. Tout ça forme un triste et luisant camailleux de gris. Cette pluie se mêle aux larmes sur le visage du roi, un roi vieillissant qui depuis le balcon de son cabinet privé regarde se former le cortège funèbre de celle qui durant 20 ans aura été sa compagne, l'amoureuse, la maîtresse, la confidente, la sœur, la conseillère, la despote aussi, sans doute. En ce soir pluvieux et venteux d'avril 1764, il est 6 heures, nous dirions-nous il est 18 heures. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs on a adopté ces mœurs anglo-saxonnes peu à peu. Moi non plus, on se renseignera. Le corps de Madame de Pompadour quitte donc Versailles pour gagner la dernière demeure de la marquise, le couvent des Capucins de la place Vendôme à Paris. Louis XV s'appuie au bras de son valet de chambre, un dénommé Champlot. Le monarque ne prête aucune attention aux intempéries, il est comme magnétisé par le cortège qui s'ébranle sous les bourrasques et va finir par disparaître là-bas au fond sur l'avenue de Saint-Cloud. Je cite le mémorialiste du fort de Cheverny. Le roi rentre alors dans l'appartement. 2 grosses larmes coulaient encore le long de ses joues et il ne dit à Champlot que ce peu de mots « Voilà les seuls devoirs que j'ai pu lui rendre ». Un roi de France, en effet, ne pouvait assister aux obsèques d'un particulier, ainsi en avait décidé la sacro-sainte étiquette. Ce soir-là, très certainement, Louis XV a plongé dans ses souvenirs et il s'est revu de 20 ans plus jeune lorsqu'il courait le cerf en forêt de Sénart et croisait régulièrement sur le passage des chasseurs vers la croix de Villeroy une très belle jeune femme, drapée tantôt de rose dans un phaéton bleu, tantôt de bleu dans un phaéton rose, si l'on en croit la tradition. Un phaéton, vous savez, c'était une espèce de petite voiture légère, tirée par un seul cheval, l'équivalent de notre coupé sport d'aujourd'hui. Renseignement pris, cette beauté forestière était Madame Lenormand d'Étiolles, née Jeanne-Antoinette Poisson, la nièce inoubliable pour peu que vous l'ayez aperçue, d'un des propriétaires du coin. La vérité, c'est que la belle Jeanne-Antoinette ne s'est pas retrouvée là par hasard. Sa rencontre avec le roi s'effectue en réalité sous haute surveillance et il y a là derrière tout un groupe d'intérêts qui en coulisses organisent cette histoire d'amour. Et oui, lorsqu'on est roi de France, on n'a pas droit aux amours anonymes. Vous m'avez bien compris. Derrière cette jeune femme se cache en fait tout un lobby, si vous me passez l'anachronisme, un lobby de la haute finance parisienne animé par les puissants frères Paris. Évidemment, ça casse un peu la romance, mais il faut que vous compreniez que rien de ce qui touche donc au roi n'est innocent et que si Jeanne est un morceau de roi, comme on dit, eh bien elle sera forcément entourée, guidée, financée, protégée. Elle est sous influence. À l'époque, Louis XV a 32 ans. Il est marié depuis près de 20 ans à une femme plus âgée. La reine Marie Leginska a presque 7 ans de plus que son mari. Elle lui a donné 10 enfants.
Alors, évidemment, par la suite, Louis XV a eu tellement de maîtresses, on a tellement parlé de ses amours plus ou moins licites, on a fini par oublier que pendant des années, il était resté tout à fait fidèle à Marie Leżinska. En vérité, c'est plutôt elle qui, fatiguée d'être toujours enceinte, a fini par, non pas lui fermer sa porte, mais le décourager un peu, sous toutes sortes de prétextes d'ailleurs. C'est à ce moment-là que le jeune monarque a renoué avec la tradition royale et qu'il s'est choisi des favorites. Il a commencé par le faire assez timidement. C'est d'ailleurs une chose amusante que de constater que les 4 premières maîtresses officielles de Louis XV étaient 4 sœurs, dites-moi. 4 des 5 filles du marquis de Mayinel. Un extrait d'Anacréon de Rameau sur Europe 1, Franck. C'est un tout petit extrait. C'était Anacréon, une pièce qui a été créée par Rameau pour Madame de Pompadour d'ailleurs et pour son théâtre des petits cabinets. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. On est dans les premières amours de Louis XV. Alors c'est un peu comme une comptine, comme une ritournelle. Je vous dis 4 sœurs. Alors la première sœur, Louise, Madame de Mailly, devient la maîtresse du roi en 1733, et elle sera sa favorite officielle en 36. Du coup, elle fait venir à la cour sa sœur cadette, Pauline. Trop gentille Louise, ou trop bête, diraient certains, arrive ce qui devait arriver. La deuxième sœur, donc Pauline, comtesse de Vintimille, ne tarde pas à supplanter Louise. Seulement, à ce moment-là, le roi est déjà en train de lorgner sur la jeune Diane. La troisième sœur, Diane, duchesse de Lauragais, ne sera en fait qu'une passade pour le roi. Du reste, Louis fait un enfant à Pauline, mais la pauvre Madame de Vintimille meurt en couche en donnant au roi un fils, le futur marquis du Luc. Le roi est désespéré et du coup, il rappelle la gentille Louise qui, une fois, ne lui a pas suffi à croire. Louise rappelle auprès d'elle sa plus jeune sœur cette fois. La quatrième sœur, Marie-Anne, marquise de la Tournelle, elle sera faite duchesse de Châteauroux. C'est elle qui aura le plus d'éclat des 4 sœurs. Elle enflamme vraiment le cœur du roi. Elle connaît une grande faveur jusqu'à ce que le roi, en 1744, ne tombe malade. C'est la fameuse maladie de Metz. À ce moment-là, le roi revient à la religion. Il fera ça toute sa vie, le pauvre Louis XV. Et il renvoie la duchesse de Châteauroux. Il va se tenir tranquille comme ça pendant une bonne année. Il n'y a donc plus de maîtresse en titre. Vous imaginez si les postulantes se bousculent au portillon. Au premier rang des candidates brille donc la belle Madame Lenormand d'Étiolles, que nous avons vue en forêt de Sénart sur son phaéton, et qu'un cercle de gens bien placés va littéralement jeter dans le lit du roi. Tout s'est fait pendant le carnaval de 1745. Vous savez, le carnaval, c'est important, c'est la période des bals masqués, dont le célèbre bal des Ifs donné dans la grande galerie de Versailles pour le mariage du dauphin. Pourquoi ce nom de bal des Ifs ? Eh bien parce que le roi, avec tout un groupe de ses compagnons, joyeux drilles, s'était déguisé en ifs, les arbres taillés du parc de Versailles. La charmante Jeanne vient quelque temps après passer des journées entières à Versailles dans l'appartement privé du roi, et puis elle reçoit son propre appartement au dernier étage, là-haut dans les attiques ouvrant sur le parterre du Nord. Pendant l'été, alors que le roi est en campagne dans les Flandres, ce sera la grande année de Fontenoy, l'abbé de Bernis, Voltaire en personne sont là pour façonner la future Madame de Pompadour. Je dis future, ça y est, elle a déjà reçu son brevet, elle est devenue marquise, le roi l'a titrée, il va bientôt la présenter. Madame de Pompadour est née, elle va régner sur Versailles pendant près de 20 ans. Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. Au cœur de l'histoire s'intéresse aux amours de Louis XV sur Europe 1 et nous en sommes à Madame de Pompadour qui est en train de se faire une place à la cour. Et la grande question pour une nouvelle favorite comme ça qui arrive dans ce qu'on appelait ce pays-ci, c'est-à-dire la cour de France, c'est la présentation. Il faut être présenté pour pouvoir séjourner à la cour.
Or, vous avez bien compris que jusqu'ici, Louis XV avait choisi ses maîtresses non seulement dans la même famille, certes, mais en tout cas dans la haute noblesse, la noblesse de cour. Madame de Pompadour a beau porter un beau titre tout neuf, marquise de Pompadour, elle n'est en rien de ce milieu. Elle appartient, elle, à la bourgeoisie financière de Paris, et ça, évidemment, c'est un énorme handicap. Seul l'appui et l'appui marqué du roi va permettre à notre Jeanne de surmonter une telle difficulté. Alors, elle a quand même la princesse de Conti pour marraine. Il y avait quelques dettes de jeu à solder. La princesse de Conti était ravie. On fait répéter à Jeanne toute la cérémonie de la présentation. Il faut dire qu'elle est une élève vraiment très douée. Et au jour fixé, la marquise de Pompadour se présente donc accompagnée de sa marraine de circonstance dans l'appartement du roi où la foule des courtisans est venue se bousculer pour la voir. Alors, le jour de la présentation, c'est l'étiquette. La dame doit être en robe noire, avec dentelle noire, parure noire, etc. Ce qui, dans le cas de Madame de Pompadour, rehausse l'éclat de son teint, lui donne un air sublime. Elle fait ses 3 belles révérences. En entrant, on appelait ça des fromages, parce que ça s'effondrait comme un fromage frais que vous démoulez, vous savez. Et puis, on échange quelques mots d'usage. En l'occurrence, elle connaissait bien le roi, évidemment. Et elle fait ses 3 révérences à reculons, en repoussant la traîne du pied tout en reculant. C'était très compliqué, toute cette histoire. Une traîne qui faisait plusieurs zones. Et il faut recommencer la même cérémonie chez la reine, chez les princes, chez mesdames. Enfin bon, c'est une longue corvée. Grâce à cela, en tout cas, la marquise fait désormais officiellement partie de la cour et le moment approche où elle va pouvoir commencer, si vous me passez l'expression, à renvoyer l'ascenseur. D'ailleurs, l'expression n'est pas fortuite puisqu'il y avait une chaise volante, un ancêtre de l'ascenseur dans l'appartement de Madame de Pompadour. C'était sa devancière qui l'y avait fait installer. Elle va pouvoir rembourser au centuple le coût de tous ses précepteurs, ses couturiers, ses carrossiers, ses agents de l'ombre, ses officiers complices et autres fonctionnaires qui l'ont aidé à parvenir là où elle est. Le fait est que Madame de Pompadour se révèle très vite d'une suprême habileté dans les affaires de cour et dans celles de la politique. Elle possède un entre-gens inné, elle comprend les rapports de force en un battement de cils, elle n'oublie jamais rien ni personne, sa présence d'esprit, son sens de la propos, son imagination politique vont faire l'admiration et même, disons-le, l'agacement de toute la France et de toute l'Europe. Malheureusement pour elle, il est un domaine où elle est moins à l'aise et c'est celui de l'amour. C'est embêtant ça pour une maîtresse royale. Louis XV lui reproche très vite d'être froide, sans entrain, sans disposition pour les choses de la chair. Et Jeanne comprend que c'est évidemment son point faible. C'est le défaut de sa cuirasse. Des années durant, on va la voir faire des efforts sur ce terrain. Elle se bourrera de chocolat, de gingembre, de poivre, de tous les excitants possibles. Elle demande des conseils à toutes ses amies, dont certaines évidemment sont un peu moins réservées qu'elle. Mais elle peine, quoi qu'il arrive, à satisfaire le roi. Du reste, à plusieurs reprises, elle voit avec une sorte de terreur son royal amant s'intéresser de très près à d'autres jeunes beautés, bien résolues à lui donner le pion, et d'ailleurs de plus en plus jeunes qu'elle. Madame de Choiseul-Beaupré, mademoiselle de Romans, qui va exhiber à Auteuil le beau poupin qu'elle a donné au roi. Bref, tout ça va rendre la vie de Madame de Pompadour extrêmement pénible, et sa dame de compagnie, Madame du Hausset, qui a écrit de passionnants mémoires, nous raconte à quel point elle vit dans les affres. Elle ne dort jamais la nuit, cette pauvre Pompadour, et ses journées sont pourtant longues et très remplies. Elle ne peut pas accepter cette situation, cette espèce d'évincement possible sans réagir, et on va la voir trouver peu à peu une parade. C'est elle-même qui va se mettre à choisir de jeunes filles sans cervelle, jolies mais pas dangereuses, qu'elle va pousser dans le lit du roi avant de les escamoter à tour de rôle. C'est l'origine de cette espèce d'organisation occulte qui se met en place autour de Louis XV et que résume un nom, le Parc aux Cerfs. Alors on verra pourquoi ce nom de Parc aux Cerfs, on verra combien de jeunes femmes ont été accueillies, on les appelait les petites maîtresses. Nous étudierons tout cet aspect-là dans la deuxième partie de l'émission. Les petites maîtresses, c'est le nom que la chronique plus tard a donné à ces jeunes filles qui donc se sont succédées dans l'alcôve de Louis XV sans accéder évidemment au titre envié de favorite. Voici ce que le marquis d'Argenson, fort méchante langue et fort aigri, mais souvent pas mal renseigné, voici ce que d'Argenson écrivait dans son journal à la date du 20 février 1756. Je le cite. Le roi se livre à la nature et cherche à se ragoûter par de petites filles très neuves qu'on lui fait venir exprès de Paris. Il se pique d'emporter des putains de 15 ans.
On lui amena il y a quelques jours une petite fille de cet âge qui était à peine vêtue. Il s'enrhuma à la poursuivre dans le lit et hors du lit. Cependant, il fait du bien à ces petites créatures, et s'il se comporte en paillard, il ne fait rien en ceci contre l'honnête homme. » Évidemment, rien de ce qui touchait au roi de France, à commencer par ses faiblesses, grandes ou petites, n'était laissé au hasard. Et je vous l'ai dit, toute une organisation, un système se met en place qui ne va pas manquer, évidemment, de jouer un rôle politique. La plus célèbre des jeunes créatures qui vont faire la gloire ou la célébrité sulfureuse du parc Auxerre, l'une des rares en tout cas sur lesquelles nous possédions des éléments tout à fait tangibles, s'appelait Marie-Louise O'Murphy. La cour devait la surnommer Sirette et la ville, ce qu'il y a de renseigné en ville, l'appellera Morphise. C'était une jeune fille d'origine assez obscure et qui avait été soigneusement recrutée pour son rôle. Je reviendrai là aussi tout à l'heure sur son parcours étonnant, singulier, comme on disait alors, avec l'aide d'un de mes invités qui s'est fait le biographe de la charmante Louison, en même temps que l'analyste aigu du parc Auxerre. Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. Au cœur de l'histoire vous plonge aujourd'hui sur Europe 1 au cœur des amours de Louis XV, Franck. Et oui, et rappelez-vous, nous revenons, Julia, sur la première scène de cette émission. Nous étions le 17 avril 1764 au moment où avaient lieu les obsèques de la marquise. À l'époque, quand on disait la marquise sans préciser, c'était évidemment la marquise de Pompadour. Alors, quelque temps, pendant un moment après la mort de Madame de Pompadour, Louis XV va s'afficher, si j'ose dire, en célibataire. C'est le temps d'un deuil difficile, le temps aussi peut-être de goûter à sa nouvelle liberté, car elle n'était pas de tourpeau, Madame de Pompadour, d'un point de vue intellectuel et politique. Il faut dire que les maladies et les morts successives du dauphin Louis, de la dauphine Marie-Joseph, de la reine Marie Leginska elle-même, ne créaient pas vraiment à la cour une ambiance favorable à l'affichage d'une nouvelle liaison. Tout de même, on a vu le roi passer du temps avec la comtesse de Serran. Il s'entretenait doucement avec elle pendant des soirées entières, comme il l'avait fait alors au tout début de son règne, quand il était tout jeune homme avec la vieille comtesse de Toulouse. Tout ça très platonique. Ça ne l'empêchait pas, évidemment, de continuer à fréquenter le parc Auxerre, et après la mort de la reine, il a même été question de remarier le roi. Le grand ministre Choiseul, qui était une créature de la défunte Pompadour et l'artisan zélé de l'alliance autrichienne, passionnant, c'était ce retournement d'alliance au milieu du XVIIIe siècle, on en dira aussi un mot tout à l'heure. Choiseul, donc, aurait bien vu le roi convoler, par exemple, avec une archiduchesse viennoise, et pourquoi pas la petite Antonia, dite Marie-Antoinette, qui finira en fait par épouser le nouveau dauphin, le petit-fils de Louis XV. Tous ces plans sur la comète, toutes ces hypothèses allaient vite être balayées par l'irruption dans la vie du roi d'une nouvelle beauté ravageuse qui, d'évidence, va s'imposer comme le dernier grand amour de Louis XV. Probablement le plus grand de tous, d'ailleurs, et comme sa dernière favorite en titre, alors là, vraiment pas la plus facile à présenter à la cour. En effet, Jeanne Bécu, c'est son nom, est née au moment même où Louis XV croisait la future marquise de Pompadour en forêt de Sénart. Nous verrons tout à l'heure, avec sa dernière biographe en date, qui étaient vraiment les parents de la jeune fille. À 20 ans, elle fait la connaissance d'un certain Jean-Baptiste du Barry, qui est, disons-le tout net, un débauché. Il faut quand même resituer ça. On est en plein dans le Paris libertin des années 1760. Ce Paris qui a servi de cadre aux liaisons dangereuses de Coderlo de Laclos. À l'époque, les Merteuil et autres Valmont foisonnent, et même des personnages moins recommandables encore si c'est possible. Et du Barry en fait partie. C'est un petit gentilhomme de la région de Toulouse. Son industrie, c'est de livrer des tendrons plus ou moins candides à de riches et puissants seigneurs qui en font leur délice moyennant rétribution. Le roué, comme on l'appelle, n'est ni plus ni moins qu'une sorte de proxénète de haute volée. Il recrute d'autant plus aisément la belle Jeanne qu'elle est déjà habituée de la maison de luxe de la Gourdan, qui est une des plus célèbres tenancières de son époque. On a l'impression de revenir presque une semaine en arrière. Là. C'est vrai. Alors il faut vous dire qu'elle a commencé, notre future Madame du Barry, vous avez bien compris, comme vendeuse chez l'habit, le marchand de mode le plus chic, et que de fil en aiguille, si j'ose dire, elle a fini par louer ses charmes à quelques personnages de haut rang, et notamment au très débauché maréchal et duc de Richelieu, le petit-neveu du fameux cardinal, qui est un des grands personnages de la cour, puisqu'il occupe la charge extrêmement prestigieuse de premier gentilhomme de la chambre du roi. Oh, c'est un bon papy, hein, il est plutôt gentil avec son fard, sa poudre et ses décorations, il se fait appeler Papa Maréchal, vous voyez le genre.
Or, dans le courant de l'été 1768, le maréchal de Richelieu, qui est de mèche avec le rouet du Barry, et avec l'incontournable Lebel, retenez bien ce nom, c'est le premier valet de chambre du roi et c'est son entremetteur attitré, ce joli trio donc décide de faire un coup. Ils vont pousser la sublime Jeanne dans les bras de Sa Majesté, avec l'espoir d'en faire sa maîtresse et, en tout cas pour Richelieu et pour ses amis, d'en tirer un certain nombre d'avantages. Nouvel extrait musical sur Europe 1, celui de Francoeur Zélindor, roi des sylphes, Franck. Ouais, cette musique charmantissime, musique de cour de l'époque, un peu oubliée, il faut bien le dire. La rencontre entre le roi et la future du Barry a lieu à Compiègne. Louis XV est tout de suite enthousiasmé par la beauté, la finesse, l'éclat de la jeune femme. Il faut dire qu'elle est mais plus que ravissante. Il s'arrange pour la voir le plus souvent possible. Il la loge assez vite à Versailles. Attention, dans ces petits cabinets intérieurs, c'est du sérieux. On n'est pas très loin de la déclaration publique et pour permettre une présentation dans les règles à la cour, le rouet du Barry organise un mariage blanc entre Jeanne et son propre frère, le frère du rouet, le très banal comte du Barry. Voilà donc la petite grisette devenue comtesse du Barry. L'expérience dans les choses de l'amour, quand elle s'allie à la jeunesse et à la beauté, c'est un atout irrésistible. Louis XV a 60 ans et de se voir soudain rajeuni par cette déesse, le comble de joie. Mais en réalité, si Louis XV s'attache à ce point à Madame du Barry, c'est pour une autre de ses qualités. Et cette qualité, nous allons le voir tout à l'heure, c'est tout simplement sa bonté. Pour le reste, elle est évidemment la beauté personnifiée, un visage ovale d'une perfection rare, le front haut, le nez charmant, des paupières largement fendues en amande avec des yeux bleus à vous renverser, un menton, nous dit un contemporain, je cite, formé par la main de l'amour. Et puis un corps de rêve à la fois souple, musclé sous la peau la plus soyeuse qu'on ait jamais vue, des jambes, des hanches, une cambrure de rein unique et puis des seins si parfaits qu'ils sont restés célèbres. Madame du Barry n'est pas toujours nue, elle sait s'habiller et même elle sait bien s'habiller puisqu'elle va jusqu'à bouleverser la mode. Elle porte le déshabillé mieux qu'aucune femme du monde. Elle impose en quelques mois un style décontracté qui va vraiment faire tache d'huile dans toute l'Europe. Elle impose aussi un décor tout nouveau dans l'esprit grec qu'on va appeler néoclassique. On en dira un mot aussi. À la cour, la nouvelle venue n'a bien sûr pas que des amis. À partir de 1768, elle aura même comme principal ennemi la jeune archiduchesse Marie-Antoinette, qui a épousé donc le dauphin de France. On peut dire que la haine de la future reine va littéralement couvrir la favorite de... Enfin, elle va plonger Madame du Barry dans les affres. Elle qui était si bonne et si gentille, qui est néanmoins l'otage du clan d'Aiguillon, les grands ennemis de Choiseul. Il y a là-dedans l'abbé Terray, le chancelier Maupeou, enfin tout le triumvirat, ça aussi on va en reparler. Cette pauvre Madame du Barry qui se voulait innocente, quasiment candide, voilà qu'elle doit faire ses premiers pas dans un monde d'une dureté folle, jusqu'à ce que la mort de Louis XV, et ça c'était tout le paradoxe des situations de favorite en titre, c'est qu'au moment où le roi meurt, eh bien tout s'écroule en même temps. C'est ce qui va arriver à Madame du Barry, mais elle vivra encore longtemps après la mort de Louis XV, jusqu'à la Révolution, dont elle sera, vous le savez, une héroïne malgré elle. Et bien tout de suite, Franck Ferrand pour la partie magazine de votre émission, 14h sur Europe 1. 13h30, 14h30 sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Elle a une aujourd'hui sur Europe 1, les amours de Louis XV. Et Franck, vos invités pour en parler sont la journaliste et historienne Janine Huas, mais également l'historien Camille Pascal.
Janine Huas vient de publier chez Talandier Madame du Barry et Camille Pascal chez Perrin il y a déjà quelques temps Le Goût du Roi, Louis XV et Marie-Louise O'Murphy. Je suis ravi de les accueillir tous les deux. On est en famille là en quelque sorte entre 18e. On va essayer d'être le plus accessible possible et n'hésitez pas à nous envoyer d'ailleurs toutes les questions. Hein. On peut rappeler Julia que... Bien sûr, europe1.fr pour les mails mais aussi la page Facebook de l'émission. Voilà, je laisse ce soin à Julia parce que moi je me plante toujours, je me perds toujours dans ces questions-là. Je suis ravi de vous recevoir notamment tous les deux car vous êtes des chercheurs très sérieux, très précis. Vous êtes allés aux sources et sur un sujet qu'on pourrait croire extrêmement léger, futile, hein, les petites maîtresses de Louis XV, ça a longtemps été l'objet de la chronique rose, notamment à la fin du 19e siècle. Nous dirons tout à l'heure un mot des frères Goncourt. Sur des sujets comme celui-là, vous êtes allés vraiment, je pense notamment à Janine Huas, à votre biographie de Madame du Barry, vous avez trouvé toutes sortes de documents nouveaux. Oui, je me suis déplacée pour cela. Oui, il a fallu aller dans les fonds d'archives. Exactement, et en Angleterre et à Nantes, où je rends hommage, si on peut dire, à la bibliothèque municipale qui m'a trouvé des documents énormes concernant les loges de Nantes, un événement qui a beaucoup marqué Madame du Barry. Et puisque nous sommes mercredi et que notre sujet n'est pas forcément édifiant, j'en profite pour rappeler tout l'intérêt, toute l'importance qu'il peut y avoir à ce travail aux archives. C'est une joie inouïe lorsqu'on vous apporte une liasse au cœur de laquelle se trouve la pépite tant attendue. On attend ça pendant des jours et tout d'un coup, quand on trouve, j'avoue qu'on a presque envie d'embrasser son voisin. Qui se demande un peu ce qui vous arrive, mais comme il a vécu la même chose la veille, généralement, il comprend très bien. On peut dire, Camille Pascal, qu'il est possible de traiter de ces sujets très légers, avec tout le sérieux de la méthodologie historique actuelle. Oui, écoutez, c'était en fait le pari, l'enjeu de mon travail à l'origine. Traiter un sujet de petite histoire avec les méthodes et la méthodologie de la grande histoire. C'est-à-dire que il n'existe pas de petits sujets, contrairement à ce qu'on peut penser parfois sur les bancs d'université. Tout ce qui touche le pouvoir, et notamment le roi au XVIIIe siècle. Et là, c'est toucher le roi au sens propre. Oui, au sens propre. Et pas les écrouelles. Et donc, tout ce qui touche à la personne du roi et au pouvoir est évidemment peut être mis exactement sur le même plan. Et donc, je me suis armé des outils universitaires acquis lors de mon passage à l'université. Et j'ai essayé donc d'aborder cette affaire, non pas... Quand vous dites cette affaire, c'est toute l'organisation du parc Auxerre. C'est-à-dire comment on organise pour le roi une sexualité parallèle. C'est ça. Donc j'ai regardé cette question, non pas du côté avec le regard d'un romancier, mais avec celui d'un historien. Et d'ailleurs, heureusement, parce que ce que j'ai découvert est beaucoup plus amusant que ce que j'aurais jamais pu imaginer en tant que romancier. On a raconté des choses incroyables sur le parc Auxerre, et c'est évidemment la littérature pamphlétaire pré-révolutionnaire qui en a fait le plus, mais au 19e siècle, on n'était pas tellement en reste. On racontait en gros que c'était une sorte d'immense sérail au sein duquel on préparait de toutes jeunes filles en très grand nombre pour le roi. En fait, la réalité est quand même un peu plus modeste. Hein. Alors, c'est plus modeste et surtout, c'est tout à fait dans les usages du temps. C'est-à-dire que, en fait, deux choses. Pourquoi cette légende noire ? Bien parce que les historiens du 19e siècle, comme les frères Goncourt, ont en fait lu tous les pamphlets qui ont été publiés à la mort de Louis XV contre Louis XV et la du Barry, essentiellement. Et donc, de ces pamphlets, on a fait une réalité historique. Ça, c'est une première chose. Puis, les pamphlets qui ont d'ailleurs souvent été... C'est comme si, prenant des travaux de chansonniers ou de caricaturistes, on en écrivait aujourd'hui l'histoire, en fait. Hein, donc, il faut se méfier de ça, évidemment. On ne serait pas déçus. Donc, en fait... l'histoire est beaucoup plus simple, c'est-à-dire que nous arrivons dans une période où la sexualité du roi ne peut plus être affichée comme elle l'a été sous le règne de Louis XIV, par exemple, et je ne parle même pas d'Henri IV. Et donc, l'opinion publique a une importance plus forte, et donc on doit cacher la sexualité du monarque. Et alors le roi va faire exactement comme les grands seigneurs de son temps, c'est-à-dire qu'il va prendre une petite maison, c'est-à-dire ce qu'on appelle à l'époque une petite maison, c'est-à-dire une maison de rendez-vous. Cette maison, ce qui est incroyable, moi qui ai été versaillais quelque temps, et un vrai versaillais d'élection, par amour pour cette ville et ce château et ce domaine, c'est que cette maison, elle existe toujours. Elle a été beaucoup étoffée depuis, mais enfin c'est la maison du 4 rue Saint-Médéric. Hein, alors il en existe plusieurs. Oui, il en existe plusieurs. La maison du 4 rue Saint-Médéric
a certainement uniquement servi pour accueillir les filles qui arrivaient de Paris, les préparer et les emmener. Elles n'y couchaient pas, parce qu'en fait c'était une baraque assez immonde. En tout cas, ce dont on est sûr, c'est que le roi n'y venait pas. Il se serait demandé où on l'amenait. Donc c'était simplement un endroit où on préparait les filles pour les amener, les filles d'un soir, pour les amener à la cour. Et puis à côté de ça, vous avez d'autres maisons, notamment la maison qui a abrité les amours de Marie-Louise au Murphy, qui n'est autre que la maison de l'intendant de la marquise de Pompadour, ce qui montre le lien de complicité. On en reparlera peut-être tout à l'heure, je ne vais pas monopoliser la parole. Donc cette maison existe toujours. Et puis j'ai identifié depuis un certain nombre de maisons dans lesquelles on plaçait les filles. Alors il faut juste dire que c'est un quartier en fait assez excentré, où il y a des maisons au milieu de jardins, et où le roi louer ou acheter avec sous des prête-noms des maisons. Et là, on y logeait une fille. On l'appelle le parc Auxerre parce que du temps de Louis XIII et au début du règne de Louis XIV, c'était l'endroit où se trouvait tout simplement le parc Auxerre. En fait, c'était la réserve de gibier. Voilà. Et en fait, quand Versailles s'est trouvé trop à l'étroit dans ses dimensions du XVIIe siècle, on a loti ce quartier. Et c'est un quartier qui n'a jamais pris, en fait, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Et donc, il était assez peu occupé, donc discret. Alors, d'un point de vue très concret, Camille Pascal, et avant que nous n'en venions évidemment à l'aventure de Madame du Barry. D'un point de vue très concret, ça se passait comment? Le roi se déplaçait, il sortait du château pour aller rencontrer ces jeunes filles? Il y a deux choses. Au début, donc pour Marie-Louise au Murphy, on loge Marie-Louise au Murphy dans cette très jolie maison qui existe toujours, qui est une vraie maison de rendez-vous. Il y a un grand salon. Marie-Louise au Murphy peut être considérée en quelque sorte comme le symbole, c'est l'archétype Oui, parce que c'est elle qui inaugure ce système du parc Auxerre. En fait, cette séparation entre la vie de cour et la vie sexuelle du roi. On la voit sur la couverture de votre livre, peinte par oui, c'est les plus belles fesses Boucher, évidemment. de l'histoire de l'art du XVIIIe siècle. Et donc, en fait, ce qui s'est passé très certainement, c'est que pour les premiers rendez-vous, Mademoiselle O'Murphy est amenée au roi. Le roi dispose, enfin plus exactement son premier valet de chambre, dispose d'un certain nombre de pièces aveugles qui se trouvent exactement au-dessous des appartements du roi, que j'ai pu identifier. C'est assez compliqué, d'autant que les lieux ont été très modifiés. Et en fait, le roi, nous savons que le roi en 1752 fait aménager un escalier entre son cabinet de travail et cette pièce, que l'on appelle le trébuchet, parce que le roi, il prenait des jeunes oiseaux. Voilà. Donc là, c'est la pièce est aveugle, elle est sous l'autorité directe du premier valet de chambre et de la garde royale, donc et elle est protégée. Alors là, le roi a ses rendez-vous, disons ses 5 à 7 discrets, mais à certains moments, on pense que Louis XV est allé discrètement au parc Auxerre. Alors on peut retracer le trajet avec une voiture qu'on appellerait aujourd'hui une voiture banalisée. Mais à partir de 57, donc il devait faire des efforts incroyables pour passer inaperçu, pour se faufiler. De nuit avec une cape et un chapeau. Il faut avoir avec soi le premier valet de chambre qui a toutes les clés, donc ça permet de. J'avais réussi à retrouver le chemin, c'est assez discret. Et donc le roi a certainement retrouvé Marie-Louise au Murphy dans cette maison. Simplement avec l'attentat de Damien, la sécurité se renforce et là on amène les filles au roi. L'attentat contre Louis XV en 1757. Nous allons revenir sur la trajectoire de Marie-Louise O'Murphy qui préfigure en quelque sorte celle de Madame du Barry. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et on vous retrouve, Franck, avec vos invités sur Europe 1 pour parler des amours nombreuses de Louis XV. Oui, je suis ravi parce que ça suscite des questions, tout ça. Alors, pour résumer ces questions, Camille Pascal, vous nous parliez donc de cette organisation. Comme vous dites, c'est l'organisation d'une sexualité parallèle pour le roi de France. Alors, on dit la préparation, il fallait les préparer. Ça veut dire quoi d'un point de vue concret? Alors, les méchantes langues disaient les laver. En fait, simplement, d'abord, il fallait les trouver. Oui. Il fallait les trouver dans des mauvais lieux, c'est-à-dire dans les bordels. Alors, le problème, c'est que le roi ayant peur des maladies vénériennes, il fallait trouver des jeunes filles qui étaient peu utilisées. Et donc, là, il fallait envoyer des gens de connaissance. Et c'est pour ça que le peintre Boucher, notamment, qui a peint
beaucoup de peintures religieuses, mais qui les trouvait les modèles dans les mauvais lieux. Avec Casanova, enfin bon, il y a tout un... On peut imaginer ensuite qu'on les préparait, c'est-à-dire qu'on les coiffait, on les habillait, etc. on leur donnait 2-3 leçons de maintien. Alors parfois on leur expliquait qu'elles allaient rencontrer le roi, parfois que c'était un gentilhomme. Enfin, on disait un grand seigneur polonais. Oui. Et puis, on imagine qu'elles ne faisaient pas ça gratuitement, ni elles ni leur famille du reste. Ah non, personne. Donc la gratuité n'était pas une notion de cours. Donc en effet, on monnayait ces filles auprès des familles. Alors en général, c'est des familles pas très recommandables. Hein. Le marquis d'Argenson que vous citiez tout à l'heure disait de la mère de Marie-Louise O'Murphy, Madame Morphise, puisque c'était, oui, a vendu le pucelage de chacune de ses filles lorsqu'il était arrivé à maturité. Donc, voyez, c'est assez. On appelle un chat au XVIIIe siècle. Et je mets pas la chose. C'est beaucoup d'argent, hein, quand même. Oui, alors selon les sources, et notamment les sources policières, la transaction se serait élevée selon les sources, entre 7 et 15 000 livres, ce qui nous met entre 100 et 150 000 euros aujourd'hui. Oui, donc voilà, c'était une très bonne affaire pour la famille en question, qui justifiait assez que la jeune fille ne se montre pas si sage, finalement. Mais je crois parce que souvent les jeunes femmes finissaient enceintes. Oui, alors je crois surtout qu'il faut essayer d'éviter de juger l'histoire du XVIIIe siècle avec la moralité du XXIe siècle. Pour ces jeunes femmes, le roi est une sorte de personnage quasi divin, et nous sommes dans des situations sociales qui s'apparenteraient peut-être aujourd'hui à des pays sous-développés, et pour une jeune femme, accéder comme ça au roi, au-delà de la force symbolique, il n'y a pas une question là de volonté, pas de volonté, enfin, on est face à une personnalité quasi divine, un demi-dieu, c'est ce qui est d'ailleurs écrit à l'époque, et donc c'est aussi pour elle et pour sa famille l'assurance de sortir de sa condition, voire de la franche misère. Donc voilà, il faut replacer dans un contexte bien particulier qui est celui de la France d'Ancien Régime. Elles sont dotées par la suite. Qu'est-ce qu'il advient de toutes ces jeunes femmes ? Écoutez, comme vous citiez tout à l'heure le texte, si le roi agit en paillard, du moins ne fit-il rien contre le gentilhomme. Bon, donc ces jeunes femmes, alors les enfants n'étaient jamais reconnus. Ça, le roi ne tenait pas à semer des bâtards qui pourraient avoir des prétentions ensuite à la couronne, mais il dotait puisque Marie-Louise a reçu 200 000 livres, ce qui nous met autour de 2-3 millions d'euros au jour d'aujourd'hui. Alors je disais qu'il existe un parallèle entre le parcours de Marie-Louise O'Murphy et celui de Jeanne du Barry. En fait, qu'est-ce qui fait, Jeanine Huas, qu'est-ce qui pourrait expliquer que Madame du Barry n'ait pas été une fille de plus au Parc Auxerre, une des petites maîtresses supplémentaires? Comment elle a-t-elle atteint ce statut tout à fait extraordinaire et envié de favorite en titre? Bien, déjà, elle était soutenue par le Jean du Barry, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et par Richelieu. Déjà. Par le maréchal de Richelieu. Je précise pour les gens qui prendraient en cours, nous ne confondons pas les siècles. Avec le duc. Et présentée par eux, elle avait déjà une valorisation plus grande. Et ensuite, sa technique du plaisir, qu'elle l'avait profondément, l'a valorisée terriblement auprès du roi. Et il l'a très très vite installée, d'abord à l'extérieur, et ensuite, une fois Lebel mort, dans la chambre et dans l'appartement de Lebel. Autrement dit, elle était d'une toute autre dimension par rapport à ses devancières, on peut le dire. Oui, elle avait une très bonne éducation, et c'est là ce qu'il faut la rapprocher de Madame de Pompadour. Elle n'était évidemment pas noble, mais elle avait eu une très bonne éducation grâce à un des amants de sa mère. En dépit d'origine pour le moins frelatée tout de même. Oui. Il faut que vous nous expliquiez qui était sa mère et surtout son père, ce qui est incroyable. Sa mère était Anne Bécu, une simple couturière à Vaucouleurs, et le père était un moine de l'ordre des franciscains de Vaucouleurs, qui est toujours une petite ville à proximité du duché de Lorraine. Qui a laissé un nom dans une toute autre épopée avec une toute autre Jeanne. Oui, voilà. Donc, elle était issue quand même d'un très modeste milieu. Ouais. Seulement un des amants de sa mère, le monsieur Biard du Monceau, a été à même de la faire élever très, très correctement par les dames de Saint-Or,
qui est un couvent qui n'existe plus. Il y a encore un pan de mur sur les pentes de la montagne Sainte-Geneviève. Donc elle a été là très bien élevée, comme l'avait été Madame de Pompadour. Est-ce qu'on peut dire, Camille Pascal, que si Madame du Barry a eu le destin qui a été le sien, c'est aussi parce qu'il y avait une cabale politique qui avait tout intérêt à la placer dans le lit du roi. Et donc, Madame de Pompadour n'étant plus, depuis déjà longtemps, depuis 4 ans, il était peut-être plus facile d'imposer une nouvelle maîtresse. Alors, là-dessus, je serais plus réservé. Je crois... D'abord, il y a une grande absente, c'est Madame de Pompadour. Donc la place de maîtresse en titre est libre. C'est ça, depuis déjà presque 5 ans. Mais à l'origine, la cabale donc autour de Richelieu, de Lebel, dans l'idée de Lebel, c'est Lebel qui va présenter donc le premier valet de chambre, qui essayait les jeunes femmes avant le roi pour être sûr qu'elles ne soient pas gâtées. Donc oui. Donc c'est pas sûr. Lebel en fait est extrêmement surpris lorsque le roi lui demande de préparer Madame du Barry pour qu'elle soit présentée. Là, il y a une anecdote incroyable, c'est que donc le roi s'adressait à Lebel par son prénom, ce qui était rarissime. Et donc, on a fait croire au roi, il faut se souvenir, on a fait croire au roi que la du Barry était mariée lorsqu'on la lui a présentée. Et une femme qui n'est pas mariée ne peut pas être présentée à la cour. Et lorsque Lebel dit au roi, en prenant des précautions, que la du Barry n'est pas mariée et qu'elle ne pourra pas être présentée, Louis XV, qui est là vraiment, je crois, comme vous l'avez dit, madame, sous le coup d'un... oui, il est vraiment dans un coup de foudre érotique. Aurait pris la pincette qui lui servait à attisonner le feu et aurait menacé Lebel en disant « Dominique, eh bien, si elle n'est pas mariée, mariez-la ». Voilà. Donc, et on prétend que Lebel a été tellement ému de cette réaction du roi qu'il en est mort, et il a eu une crise et il est mort quelques jours après. Il est mort à Compiègne. Il a été choqué par cette colère. Oui. Ça rappelle sur un tout autre plan la colère de Louis XIV envers Louvois après l'incendie du Palatinat. Il y a cette histoire de pincettes et de chenets qui m'y fait songer. Nous allons entendre, si vous le voulez bien, c'est assez léger ça, mais c'est tellement charmant, un extrait du film très agréable et amusant qu'avait réalisé Christian Jacques dans les années 50, c'était en 1954, sur Madame du Barry. On l'entend dans une sorte de petite gentille scène de ménage avec Louis XV, et c'est bien sûr dans le rôle de la du Barry, Martine Carole. Mais pourquoi ce complot? Pour que vous me chassiez de Versailles. Ils me haïssent, vous le savez bien, et Choiseul me méprise. Mais si ce soir il me trouvait dans son lit, il ne me renverrait pas dans le vôtre. Et ils n'ont pas hésité pour ces fins misérables à m'infliger cette humiliation publique. Et Dieu à qui je demande des comptes. Mais faites-lui confiance, il prendra sa revanche. Ce sont eux qui iront en enfer. L'enfer, moi, j'y suis déjà. Oui, sire, déjà. Votre cour me pue au nez. Plaît-il? Au nez, sire. Tous se liguent contre moi, qui ne leur souhaitent aucun mal. La Gramont, vos filles, le Dauphin, Choiseul. Quant à Marie-Antoinette, elle ne s'est pas encore résignée depuis 4 ans à m'adresser la parole. Puissant Autrichien. Mais que lui ai-je fait, moi, cette petite rousse? Je l'ai toujours traitée avec les plus grands égards, toujours. Même, je la trouve charmante pour une étrangère. Si. J'ai d'autant plus de mérite à le dire que j'en pense pas un mot. Ah, vous voyez que je suis de bonne foi, hein? L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Cette petite rousse, dit Martine Carole en interprétant le rôle de Madame du Barry à propos de Marie-Antoinette. J'en profite pour préciser que Madame du Barry était blonde, mais absolument blonde. Je dis ça, Janine Nuas, parce que dans presque tous les films qu'on voit en ce moment, elle nous apparaît brune. Quand on la voit brune et laide, c'est épouvantable pour quelqu'un qui a travaillé sur Madame du Barry. Oui, elle était d'une blondeur absolue, disons. Alors, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que nous parlons sérieusement de choses légères, et nos auditeurs veulent à tout prix nous ramener à la grande histoire. Quel a été le rôle politique de Louis XV? Alors quelqu'un nous demande, ça fait quand même un peu le lien, est-ce que ces maîtresses royales ont contribué à couler la France? Nous demande Patrick. Est-ce que ce sont elles qui ont coulé la France, Camille Pascal? Oh non. Le système craquait de toutes parts. Louis XV, à la fin de sa vie, d'ailleurs porté par cette nouvelle jeunesse que lui offre la du Barry, va prendre des mesures extrêmement drastiques pour essayer de redresser un royaume dont il sent
parce que Louis XV est un des nos rois intelligents, ce qui n'a pas été le cas de toute la série. Et donc, c'est vrai que un de nos auditeurs, Grégoire, nous dit ça devait être dur pour lui. Il succédait à Louis XIV et il était le prédécesseur de Louis XVI. Certes, mais c'est quand même un important roi. Son règne est très long. On l'oublie souvent. Louis XV règne quand même de 1715 à 1774. C'est très important. Et dans les dernières années de son règne, d'ailleurs, donc aidé par la du Barry, il va confier à Maupoux, à l'abbé Terré, des réformes extrêmement drastiques, et alors qui seront abandonnées complètement par Louis XVI. Et très curieusement, la France de Napoléon, c'est ni plus ni moins que la reprise dans les cartons de l'équipe de Louis XV des réformes qui avaient été engagées. Je suis tout à fait de votre avis. C'est grâce au fait que Louis XV était fort amoureux et que Madame du Barry n'avait pas l'emprise de Madame de Pompadour sur les affaires de l'État, qu'elle l'aimait véritablement et qu'elle l'aidait dans son travail, dans sa conception que justement Louis XV a pu donner toute la puissance voulue à Maupoux, à l'abbé Terré. Alors, quand Louis XV meurt en 1774, Madame du Barry est bien sûr exilée, elle sort de la cour, on l'envoie pendant 1 an au couvent, et puis Louis XVI est quand même assez gentil. Mais on trouve, moi j'ai été frappé de voir, à force de travailler sur Madame du Barry, que Louis XVI n'avait pas du tout l'attitude méchante qu'on a voulu lui. Ah oui, il y en a vraiment des preuves nombreuses. Est-ce que je peux vous confier une mission, Jeannie Nuas? Est-ce qu'en 1 minute et demie, je reconnais que c'est un peu difficile, allez, je vous donne 2 minutes, vous pouvez me raconter ce qu'est devenue Madame du Barry après Louis XV, après son retour, donc elle est venue s'installer à Louvciennes, qui était sa propriété. Elle a été donc chassée de la cour, et non pas par Louis XVI comme on le disait, mais parce que Louis XV l'avait décidé. Elle est allée chez le duc d'Aiguillon, oui. Puis après, elle a été envoyée à Pont-aux-Dames, où elle est restée un an. Au couvent, et non pas si terrible que ça. Il y a beaucoup de preuves que c'est pas si terrible. Ensuite, elle est allée acheter le château de Saint-Vrain, où elle est restée presque 2 ans. Après, elle est allée s'installer dans sa fameuse maison de Louvciennes. Elle a été forte amoureuse d'un homme. Elle a eu une passion formidable pour un Anglais, mais qui n'a pas duré, parce que l'Anglais ne voulait pas d'elle, voulait juste avoir l'ancienne maîtresse de Louis XV. Et après ça, eh bien, elle a vécu avec le duc de Brissac, qui va mourir dans des circonstances horribles au moment des massacres de septembre 1792. Et puis après, la Révolution la prendra. Elle était riche, elle était connue, elle a aidé les émigrés en Angleterre, et bien sûr. Alors il y a cette affaire, je vous donne 30 secondes de plus, parce qu'il y a quand même cette affaire terrible de ces bijoux qu'elle a voulu à tout prix récupérer après le vol de ces joyaux. C'est à cause de ça, au fond, qu'elle est morte véritablement. Alors elle est allée en Angleterre. Elle est allée 4 fois en Angleterre. Et si elle était restée en Angleterre la 4e fois, comme on le lui conseillait, eh bien elle ne serait pas morte. On lui conseillait ça parce que c'était la Révolution. Exactement. Et que c'était même la terreur. On arrivait dans une période très dangereuse. Et malgré ça, on ne comprend pas. Elle vient se jeter dans la gueule du loup. Elle rentre en France en pleine Révolution. Oui, mais enfin parce qu'elle est tombée une fois de plus amoureuse. Voilà. Elle était amoureuse du duc de Cossé-Brissac et elle est morte du fait d'avoir été revenue en France. Alors elle va monter sur l'échafaud. Elle fait partie des victimes. Alors elle vraiment de la Révolution. Elle a été guillotinée. Elle a été guillotinée 52 jours après Marie-Antoinette. Ce qui n'est pas du tout le cas de Louison O'Murphy, qui elle a survécu à la Révolution, Camille Pascal. Oui, parce que Marie-Louise a toujours été entretenue dans le secret. Elle n'a pas eu à l'époque les honneurs de ce qu'on appellerait les médias et des gazettes. Et en fait, personne n'a vraiment connu son existence. D'ailleurs, moi j'ai pu découvrir qu'elle était retournée dans le lit du roi juste quelques mois avant l'arrivée de la du Barry. Et donc elle sera enfermée, mais elle va se débrouiller extrêmement finement, au point d'ailleurs que lorsqu'elle sort de prison au moment à la fin de la terreur, elle a tellement eu peur qu'elle épouse un conventionnel qui a 30 ans de moins qu'elle. Voilà. Elle divorcera d'ailleurs dès que les choses reviennent dans le calme pour récupérer sa fortune. Camille Pascal, Le Goût du Roi, c'est édité chez Perrin. C'est donc toute l'histoire à travers la O'Murphy de cette maison du Parc aux Cerfs. Et Madame du Barry, la biographie de Jeannie Nuas, est parue chez Talandier. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et de nous avoir éclairés sur cette période un peu sombre de notre histoire. Je peux parler ?
Notre favorite, ou en tout cas la mienne, s'appelle Faustine Bollard. Bonjour Faustine. Bonjour Franck, bonjour à tous. Pendant 1 heure aujourd'hui, on va se poser la question, on va parler de la place des grands-parents dans les familles recomposées, une configuration familiale de plus en plus nombreuse en France. Nous avons déjà parlé des parents et des enfants qui vivent cette situation, mais jamais des grands-parents. Quelle autorité peuvent avoir ces beaux grands-parents avec leurs petits-enfants par alliance, hein? Comment tisser des liens dans une famille recomposée, parfois pleine de tensions? Et si les grands-parents avaient un vrai rôle de médiateur? On va évidemment en parler. Alors appelez-nous si vous vivez cette situation. Quelle relation entretenez-vous avec les enfants de votre belle-fille ou votre beau-fils, s'ils ne sont pas ceux de votre propre enfant? Comprenez-vous, c'est ce qu'elle dit à Anne Romanoff. Hein. Compliqué. Comprenez-vous? On va en parler en tout cas. 3921 pour nous joindre, faustine.europe1.fr. On se retrouve donc à Montpellier demain, Faustine. À Montpellier, voilà. Exactement. Bon voyage, Franck. Merci et à demain. beaucoup, à vous aussi. À demain, Franck Ferrand.